C'était la monnaie libre, la June. Donc, Michel Doumontaille nous disait, la parole est à moitié à celui qui parle et à moitié à celui qui écoute. Donc, merci de partager cette parole. C'est fou quand on y pense, la parole, par une simple série de signes ou de sons, je vais pouvoir émettre des signaux que vos oreilles et vos yeux perçoivent, et la machinerie bioélectrique de mon cerveau formule une idée qui va se propager jusqu'au vôtre. Il va falloir passer quelques filtres, mais en un instant, je peux potentiellement modifier votre chimie interne, vos perspectives, vos préjugés sur un sujet. Je trouve que c'est un pouvoir incroyable. À ça, ajoutons une couche de magie. La parole, si éphémère, si volatile, elle peut être captée et diffusée à la vitesse de la lumière à travers le monde dans nos fibres, nos câbles, nos switches, nos écrans, nos enceintes. Je tiens à remercier d'ailleurs les équipes audiovisuelles qui font un travail formidable. Merci de transformer ma parole en lumière. On peut les applaudir. Merci pour eux. Alors pour eux, c'est pas de la magie. Pour eux, c'est plutôt de la sueur, des larmes et du sang. Un peu comme celui que vous versez tous ici présents pour faire fonctionner au quotidien les machines qui soutiennent nos systèmes d'information. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est de l'énergie, des matériaux, de l'intelligence et beaucoup de travail. Euh, Nous nous reposons sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Et cette capsule vidéo fera désormais partie de l'héritage que nous laisserons. Pardon, j'aurais aimé être meilleur que ça, mais je suis pas maître de conf, alors soyez indulgents s'il vous plaît. Je mesure l'immense responsabilité qui m'a été confiée ici et je saisis l'occasion donc de propager cette lumière, cet éclair de génie qui a traversé mon esprit le jour où j'ai pris connaissance de cette idée, la monnaie libre. La monnaie libre. Imaginez une monnaie sous licence publique générale Affero GNU 3. La licence HGPL3, c'est la licence la plus stricte en termes de copyleft. Elle autorise l'utilisation et la modification à condition de rendre accessible l'intégralité du code source modifié. Pensez-y, la monnaie, aujourd'hui, elle régit nos vies. On s'en sert littéralement tous les jours. On passe notre vie à travailler pour avoir le privilège d'en avoir un petit peu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Je veux dire, d'où on bosse? D'où on bosse? On a pété un câble. À la base, on est sur une sorte de caillou qui flotte dans l'espace, un rocher qui tourne, et nous, on est dessus, on bosse. Toute la semaine. C'est-à-dire, on a pété un câble collectivement à croire que du lundi au vendredi, il faut taffer parce que voilà, la Terre, elle tourne autour d'une boule de feu qui flotte dans l'immensité de du vide intersidéral, et nous, faut taffer. Faut taffer parce que l'argent. Et oui, on a besoin d'argent pour se nourrir, pour se loger, payer son internet. N'empêche que si on fait un petit exercice de pensée ensemble. euh, Vous rencontrez un alien anthropologue qui s'intéresse à l'humanité, il vous sort de la matrice, tchac, et il vous interviewe immédiatement pour que vous lui expliquiez l'argent. Dites-nous, il ne comprend pas, expliquez l'argent. Je pense qu'on aurait l'air bien bête face à lui, euh, à lui dire que on a inventé un truc qui n'existe pas, mais sans lequel on peut pas vivre. C'est comme l'oxygène, mais c'est nous qui l'imprimons. Ouais, à la base, c'était un truc pour s'organiser, mais pour moi, c'est un peu devenu une obsession malsaine. Puis on a un peu perdu le contrôle là, on sait plus trop l'expliquer quoi. Donc si vous me permettez, je vais tenter le coup. Je vais expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui aurait jamais fait l'expérience de l'argent ce que c'est que la monnaie. Alors reprenons depuis le début, à l'aube de l'humanité, on faisait du troc. Ah, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est même complètement faux. L'humanité, elle a vécu bien plus longtemps sans argent qu'avec. Mais contrairement aux idées reçues, les hommes préhistoriques, ils avaient des dettes et ils se faisaient des prêts, et même avec des intérêts. Pour preuve, les premières formes d'écriture qu'on n'a jamais retrouvées, c'était des tablettes de comptes en argile qui ont été retrouvées en Mésopotamie vers l'an moins 3300. Donc on n'échange pas une pomme contre une orange en fait. Dans le commerce de la vraie vie du monde véritable, on n'a pas les pommes et les oranges en même temps, normalement. Ce qui se passait, c'est qu'à la saison d'été, une femme des cavernes, appelons-la Pierrette, elle apporte une cagette de pommes bio, vegan, commerce équitable, circuit court à son voisin de verger d'à côté.
Michel. Et elle y consent parce que, en hiver, Michel viendra offrir ses oranges en retour. Ils se font confiance. Michel, il est redevable à Pierrette tant, le temps d'avoir ses oranges, et ça va créer du lien entre eux. Ça va créer de la confiance. Alors, je vous rassure, pour les carnivores, ça marche aussi avec des poulets contre du cochon. Je connais pas la saison du poulet, mais je suis pas sûr que ça se récolte au même moment que la cueillette du saucisson. Mais vous avez l'idée. On a des humains qui se font confiance, ils se prêtent des trucs, ils échangent, ils progressent. Et quand tout se passe bien, bah, la population augmente et ça devient de plus en plus difficile de suivre qui doit quoi à qui. Donc Eureka, Pierrette et Michel inventent l'écriture. Bon, je pense que c'était plutôt Pierrette d'ailleurs, pendant que Michel il devait regarder ses oranges pousser ou compter ses doigts de pied, que sais-je. Mais bon, ça n'engage que moi. Bref, avec l'écriture arrive la monnaie scripturale. On l'appelle comme ça parce qu'elle est issue d'écritures dans des livres de comptes. Plus tard, les pièces permettront un échange direct, sans passer par les écritures détenues par une autorité centrale, puis arriveront les monnaies numériques et enfin la dernière évolution, les crypto-monnaies. Avec l'informatique, on pourrait penser que la monnaie, elle a changé, mais c'est juste la nature des livres de compte qui change. L'ère de la monnaie électronique ou numérique, je rappelle que 99% de notre monnaie est numérique, bah, ça reste de la monnaie scripturale. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée sous forme d'écriture dans des livres de compte qui, eux, sont désormais numériques. La monnaie, elle se crée donc ex nihilo grâce à l'action des banques commerciales selon les règles de la comptabilité en partie double. Ça signifie que la création monétaire, elle se fait avec une contrepartie plus des intérêts. Les intérêts, ils ne sont pas créés au moment du prêt. Il va falloir aller les chercher ailleurs, dans l'emprunt de quelqu'un d'autre. En effet, les entreprises, y compris les banques, possèdent un bilan comptable et financier. Ils distinguent leurs actifs, ce qu'elles possèdent, de leurs passifs, ce qu'elles doivent. Et les actifs des uns sont le passif des autres. L'augmentation de la masse monétaire, elle devient nécessaire pour accroître l'activité économique. La monnaie, c'est une source de vie économique, et comme il faut aller payer des intérêts, bah, il faut toujours plus de monnaie. L'augmentation de la masse monétaire entraîne une augmentation parallèle des dettes, qui finit par paralyser l'économie, puisque trop de dettes, bah, on perd un peu la confiance, c'est la crise, et on va le payer en inflation ou en chômage. Donc, retenez que la création de monnaie dette implique une fuite en avant à cause des intérêts. Puisque les intérêts, faut aller les rembourser, et ils ne sont pas créés au moment de l'emprunt, et tout ce qui est créé au moment de l'emprunt est détruit au moment du remboursement. Il y a toujours ces intérêts en plus. Euh, Donc une monnaie, si je résume, c'est une valeur économique de référence qui permet d'établir une métrique commune pendant un temps donné et pour une zone monétaire donnée, permettant une mesure dans la même unité des valeurs et des échanges. Ça permet de faciliter la fluidité de l'économie entre les acteurs qui la partagent. Voilà pour l'explication de la monnaie à Monsieur Lalienne, anthropologue. Bon, après cette beaucoup trop longue introduction, euh, on arrive au sujet dont je voulais vous entretenir, une nouvelle monnaie, une monnaie libre, basée sur une blockchain. Donc techniquement, c'est une crypto-monnaie, à ceci près qu'elle n'encourage pas la spéculation parce que sa valeur décroît mécaniquement avec le temps. En fait, je vous parle de la June. Ça s'écrit G libre 1, ça se prononce June. Et elle existe déjà, c'est la bonne nouvelle. Il suffit d'avoir un accès Internet et de passer par un site ou l'application Gecko ou Cesium pour s'en servir. Il y a même une extension de navigateur pour Firefox qui permet d'utiliser Cesium. La June, c'est une monnaie basée sur un concept théorisé par Stéphane Laborde dans la théorie relative de la monnaie, la TRM. C'est un petit livre qui est en licence libre, téléchargeable très facilement sur Internet. Vous tapez TRM, création monétaire, vous allez le trouver et ça se lit en quelques heures. Contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles, la June, elle n'est pas basée sur de la rareté artificielle, comme le minage de Bitcoin.
Encore moins sur une autorité centrale qui attribuerait la monnaie. Tout est sous licence libre. La June, c'est la première monnaie libre de l'histoire de l'humanité. Conformément à la théorie relative de la monnaie, elle est co-créée sans dette et à parts égales entre tous les humains des générations présentes et à venir. Elle se représente sous forme d'un paquet de monnaie, une quantité de June qu'on appelle le dividende universel qui apparaît tous les jours sur les comptes des membres. Elle repose sur trois piliers fondamentaux. L'universalité, chaque individu peut devenir membre du réseau et participer à la création monétaire. Il y a une symétrie, tous les membres sont traités de manière égale dans le processus de création monétaire. Et il y a une neutralité. La monnaie, elle est indépendante de tout pouvoir politique, économique, technologique. Ça, c'est grâce à la blockchain. Une monnaie libre, c'est une monnaie qui n'avantage personne. Elle met tout le monde à égalité, à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'une génération ne doit pas être avantagée par rapport à une autre. Elle est conçue pour ça. Je disais donc qu'elle est co-créée sans dette, à part égale, entre tous les humains de la toile de confiance. On verra ce que c'est un petit peu plus tard. Elle se crée sous forme d'un paquet de monnaie, une quantité de thunes, et une fois qu'elle est créée, bah, elle peut circuler entre les humains, des humains vers les entreprises, des entreprises vers les humains, les assos, ce qu'on veut, mais on n'autorise que les humains à la créer. On n'autorise pas les associations, on n'autorise pas les États, on n'autorise personne d'autre que des humains à créer la monnaie. C'est pas une monnaie locale non plus, hein, c'est à pas confondre avec les CEL, les systèmes d'échange locaux, puisque elle est utilisable partout sur la planète. La blockchain, elle n'a pas de frontières. Elle est aussi égalitaire dans le temps, hein, je disais. Donc ça, c'est la symétrie temporelle. On peut comprendre ça en faisant un exercice de pensée. Euh, Disons que l'ensemble des richesses matérielles qui existent, ça fasse 1000 milliards de dollars. On évalue, c'est ça la masse monétaire. Euh, Si moi j'ai 100 dollars, j'ai une richesse qui est relative à cette masse monétaire. Si l'année d'après, les banques, elles ont créé plein de nouveaux dollars et que l'année d'après, on a 2000 milliards de dollars, moi j'ai toujours 100 dollars et donc ma capacité d'échange, mon pouvoir d'achat, il est réduit par rapport à l'année précédente. J'ai perdu la moitié de mon pouvoir d'achat puisque j'ai pas multiplié ma fortune par deux entre-temps. Et l'argent qui a été créé, j'en ai pas vu la couleur. Donc, comprenez que à part relative de monnaie par rapport à l'ensemble de la masse monétaire, c'est ça qui va déterminer ma richesse personnelle. Maintenant, imaginons que nous tous ici présents, on s'organise et on décide de créer une monnaie. On commence, donc il y a zéro unité de masse monétaire, et on se met d'accord pour dire que chacun ajoute 10 unités de monnaie par jour sur son compte. Il y aura un logiciel qui le fait pour nous. Mettons qu'on soit 10 au départ, c'est pour faciliter les calculs. Au bout de 30 jours, on a tous créé 300 unités. Ce qui fait que le gâteau est réparti à 300 chacun pour l'ensemble de la masse monétaire. Et on a tous recréé donc un dixième de masse monétaire, on possède une part égale de création monétaire et on ignore les échanges pour comprendre. Si on a un nouvel arrivant dans le système au bout de 30 jours et qu'on lui dit, bah toi aussi maintenant, tu vas ajouter 10 unités par jour sur ton compte, bah, sa capacité d'échange, elle est dégradée par rapport aux autres membres plus anciens, puisque lui, il se retrouve pas avec un dixième, mais un onzième de la masse monétaire journalière, sans compter le retard de création. Donc, en relatif, il n'a pas la même chose dans le temps, parce que notre chaise, comme je vous disais, elle est relative, elle n'est pas absolue. Elle est déterminée par notre quantité de monnaie par rapport à la masse monétaire. Si on avance dans le temps, le centième qui rentre dans notre système, hein, c'est la toute petite barre orange qu'on voit au milieu, bah, lui, il se retrouve avec juste un centième de la création monétaire. Donc, il faut trouver un mécanisme qui va compenser cette inégalité. En tout cas, c'est ce qu'on veut si on veut que notre monnaie respecte la symétrie temporelle.
En augmentant la quantité créée par jour par chaque membre, on peut gommer petit à petit l'avantage des premiers arrivants par rapport aux nouveaux entrants. Si on dit que régulièrement, on augmente la quantité de monnaie qui est co-créée, de 10 par jour, on va passer à 11, puis à 12. Bah, les nouveaux, ils vont pouvoir rattraper leur retard, en quelque sorte. Une autre façon de le voir, c'est avec ces courbes. Euh, L'idée, donc, c'est de lisser la différence entre les anciens et les nouveaux arrivants, un peu comme une différence d'âge. Moi, j'ai 2 ans d'écart avec ma petite sœur. Quand j'avais 4 ans, elle en avait la moitié, elle avait que 2 ans. Donc ça fait une grosse différence. Maintenant qu'on a 40 ans, bah, on a quasiment le même âge. Ça a eu tendance à se lisser et à se rapprocher pour converger vers la moyenne de nos 2 âges. Ça, c'est les courbes relatives de la fortune de 2 individus en June. Le premier, en bleu, c'est le riche, il possède 2 fois la moyenne de la masse monétaire par individu. Et l'individu en rouge, le pauvre, lui, il a zéro à un instant T. Et ben, si on observe l'évolution de leur masse monétaire dans le temps, sans compter les échanges, encore une fois, bah, on constate qu'ils vont converger vers la moyenne. Puisqu'en fait, grâce à la création monétaire en continu, le riche, il va voir sa part relative diminuer, alors que le pauvre, il va voir sa part relative augmenter grâce au dividende universel qu'il perçoit tous les jours. Et on va se retrouver vers une moyenne qui a été fixée ici à 10 pour notre exemple. C'est comme ça qu'est conçue la June. Et après 8 ans d'existence, elle comporte un peu moins de 8000 membres à l'heure actuelle qui coproduisent et donc perçoivent un dividende universel chaque jour à midi qui apparaît sur leur compte. Chaque membre génère un DU par jour. Et la licence, elle garantit que la part relative de création monétaire reste la même pour tous. Le calcul, il est fait tous les 6 mois, hein, tous les 182 jours, et il tient compte de l'évolution du nombre de membres pendant toute la phase d'installation de la monnaie. Voilà ce que ça donne sur une échelle logarithmique. On a la croissance théorique cible, donc, qui est calculée avec un coefficient C qui vaut 4,88% pour 6 mois, de façon à garantir une augmentation de la masse monétaire de 10% par an. Mais c'est toujours un DU par jour par membre. C'est la valeur de ce DU en June qui va évoluer. Il y a un autre souci, c'est l'unité de mesure. En physique, on a le kilo, par exemple. Le kilo, ça permet de s'assurer que partout sur la planète où on pèse 1 kilo, on parle bien de la même chose. Bah, en économie, ça n'existe pas. C'est très difficile de mesurer les échanges euh, entre les individus selon les époques, selon leur emplacement sur la planète. Puisque il n'y a pas d'invariant. Il faudrait une constante sur laquelle se baser, un peu comme on a le kilo, euh, pour évaluer les échanges monétaires. Bah, en monnaie libre, cet invariant, ça pourrait être le DU, c'est-à-dire c'est la part de monnaie créée quotidiennement par un individu. Le dollar ou l'euro, c'est pas des invariants, hein. Si on dit 1 dollar en 71, c'est pas du tout la même chose que 1 dollar en 2025. Si vous regardez la courbe de gauche, euh, 1 dollar, ça a perdu son pouvoir d'achat pour arriver à 0,1 dollar en 2024. C'est plus clair sur la courbe de droite. C'est la courbe de droite, ça représente 1 dollar réajusté dans le temps. C'est-à-dire que 1 dollar en 71, ça équivaut à peu près à 8 dollars aujourd'hui. Donc c'est pas du tout des bons invariants. Euh, pour ceux qui ont connu le franc, vous vous souvenez qu'avec 50 francs, on peut déjà faire quelques courses. Bah, aujourd'hui, avec son équivalent monétaire, c'est 7,62 €, bah, on a un peu de mal à savoir si c'est la même chose, si c'est moins. On perçoit un petit peu, mais comme on n'a pas d'invariance, c'est difficile à évaluer. Puis il y a d'autres fluctuations qui rentrent en compte. Bref, je, je reviens à mon DU. Euh, le DU est réévalué 2 fois par an pour maintenir un taux de croissance d'environ 10% par an de masse monétaire. Pour la monnaie libre, la June, le DU, il est calculé avec le carré du coefficient C, hein, donc 4,88%, et il est fonction de la masse monétaire par membre, puis réajusté à chaque équinoxe.
tous les jours, chaque co-créateur de monnaie crée une nouvelle petite portion de monnaie de masse monétaire. Et avec le nouveau DU, bah, cette petite portion, elle augmente en June, mais on a tous toujours une portion par jour. La masse monétaire de départ, bah, c'était 0 en 2017. Le premier DU a été fixé arbitrairement à 10 Junes par jour. Et puis, bah, depuis, il augmente tous les 182 et des poussières jours. Bon, ça, c'est les maths. Je passe rapidement. Regardez juste les courbes qui apparaissent en bas en rouge. À gauche, on a la courbe prévisionnelle de la masse monétaire. L'objectif, c'est que l'ensemble de la masse monétaire actuelle ne représente plus que 1% de la masse monétaire dans 80 ans. L'idée, c'est que les échanges d'une génération n'aient que peu d'impact sur les générations futures, pour préserver la symétrie temporelle. À droite, on voit la part de création relative d'un individu par rapport à la masse monétaire totale sur 160 ans. Ça fait qu'au début, on voit qu'il crée de la monnaie, et puis on voit que vers 80 ans, il meurt, et donc sa part de monnaie, elle diminue relativement grâce à la création de nouvelles monnaies en continu. L'augmentation de la masse monétaire va faire que sa part à lui, relativement, bah, va rediminuer dans le temps jusqu'à quasiment disparaître. Tout ça est possible grâce à une innovation que je trouve géniale, qui est la toile de confiance. La toile de confiance, c'est la base de la monnaie libre. Euh, C'est ce qui permet de déterminer qui sont les utilisateurs et les membres co-créateurs de monnaie. Donc la monnaie, comme elle est créée sur les comptes membres, il faut s'assurer que chacun ne possède qu'un seul compte créateur de monnaie. Pour respecter la décentralisation, on ne peut pas donner ce pouvoir à un organisme. Donc c'est les membres eux-mêmes qui vont s'identifier en tant que membres et qui vont se certifier entre eux. On peut avoir autant de portefeuilles qu'on veut avec des junes, mais on peut avoir un seul compte membre créateur de monnaie par humain. Il y a différentes règles dans la toile de confiance, mais en gros, la condition pour certifier quelqu'un, c'est que vous devez le reconnaître comme étant un être humain. Pas d'entreprise, pas d'association, je vous disais. Les membres vont certifier toute personne qui a lu et compris la licence. C'est obligatoire. Et ils le connaissent suffisamment pour lui faire confiance et donc savoir qu'il va pas être un tricheur qui va créer plusieurs comptes. En général, on dit qu'il faut pouvoir reconnaître la personne si vous la croisez dans la rue et avoir plusieurs moyens d'entrer en communication avec cette personne. Avoir au moins un mail, un numéro de téléphone, peut-être côté de son adresse, que sais-je. On voit ici, sur le graphique avec les petits points rouges, chaque point rouge, c'est un individu et il est relié aux autres points rouges, donc à ces 5 certificateurs. Voilà ce que ça représente. Il y a une version animée que je trouve très jolie. Euh, il y a donc des règles à respecter pour cette toile de confiance. Chaque membre ne peut émettre que 100 certifications et pas plus d'une tous les 5 jours. Les certifications sont valables 2 ans pour que les morts puissent pas continuer de créer de la monnaie. Il faut que ça reste un truc de vivant. Il existe une notion de distance aussi dans la toile de confiance. On a des membres, c'est ceux qui ont 5 certifications, et on a des membres référents qui ont certifié 7 membres. C'est des personnes fiables. Et on ne peut pas certifier un nouvel entrant qui sera à plus de 5 pas de distance d'un membre référent. Moi, si je certifie quelqu'un, il est à 1 de distance de moi. Si lui certifie quelqu'un, bah, ce nouveau, il va être à 2 de distance de moi. Et on ne peut pas certifier quelqu'un qui est à plus de 5 de un membre qu'on va considérer comme fiable. Ces règles, elles sont résumées dans Cesium et elles sont faites pour préserver la toile de confiance, hein, la WOT, la Web of Trust, qui est notre bien commun. Il faut recevoir 5 certifications en 2 mois, renouveler son adhésion chaque année, et les certifications sont valables 2 ans, comme je vous disais.
Faut respecter les règles de distance pour éviter qu'il y ait un bras qui se forme et qui commence à certifier un peu n'importe qui. L'idée, c'est de resserrer les maillages de la toile pour que ça reste un système résilient. Et on veut pas que ça s'emballe non plus. Euh, c'est un niveau de transparence auquel on n'est pas habitué, hein. Je vous invite à vous balader dans Cesium. On peut tout lire. Les certifications, les transactions, tout est en clair. Euh, Moi, je suis allé m'amuser à regarder. On retrouve une vingtaine de membres à Nancy. Donc, ça suffit déjà si on arrive à se les faire rencontrer pour se faire certifier. Et puis, si on dézoome, on voit que sur la carte, c'est réparti. On retrouve des junistes et des membres un petit peu partout. Euh, plus on dézoome et plus on voit que ça s'étend. Donc, ouais, forcément, il y en a beaucoup à Paris. Il y en a plus de 800. Puis on dézoome encore, on va observer qu'il y en a beaucoup dans le sud, puisque ça a commencé en Occitanie, donc c'est normal qu'il y ait plus de membres là-bas, et puis ça a débordé en Espagne, au Luxembourg, en Suisse, à l'étranger, puisque la toile de confiance a tendance à s'étendre. Voilà à quoi ça ressemble actuellement. Ouais, il y a 3000 membres par là, ouais, c'est plus répandu en Occitanie, puisque ça a commencé là-bas, ils ont eu plus de temps pour étendre la toile de confiance. Maintenant, la blockchain. Alors, la blockchain, c'est la technologie qui a été choisie à la fois pour sa simplicité de mise en place, sa sécurisation et la décentralisation qu'elle permet. D'un point de vue technique, la June est construite sur une blockchain, mais avec des spécificités qui la distinguent un petit peu des autres, enfin de tous les altcoins, avec la preuve d'humanité, hein. C'est la proof of human qui est la vraie innovation, et elle est couplée à la preuve de travail, hein, la proof of work dont je vous parlais hier. Tout ça est enregistré dans les blocs qui vont constituer la blockchain. Chaque membre du réseau étant certifié par les autres membres, bah, ça crée un réseau de confiance décentralisé qui est matérialisé dans la blockchain. Il existe une sous-toile de confiance, hein, en version 2 qui est en prévision, qui est celle des forgerons. Les forgerons, en fait, sont ceux qui font tourner le logiciel d'Unitaire, qui détiennent donc une copie du registre partagé et qui peuvent ajouter des nouveaux blocs à la blockchain d'Unitaire. Ils préfèrent la métaphore du forgeron qui va forger des nouveaux blocs plutôt que le mineur, parce que le mineur, il était récompensé en token quand il trouvait une pépite, mais c'est pas le cas des forgerons qui sont pas récompensés. Il n'y a pas de récompense au travail qu'ils fournissent. Donc la métaphore du mineur, elle ne marchait plus. Aujourd'hui, on compte à peu près 60 nœuds membres qui calculent des blocs. En consommation énergétique, ça équivaut à peu près à une trentaine d'ampoules de 60 watts qui tourneraient en permanence. Et ça suffit pour faire fonctionner un système monétaire fiable, même si bon, il arrive à certaines limites avec la version 1, mais il y a des projets pour passer en version 2 et recoder un certain nombre d'éléments qui corrigeraient l'architecture qui pose problème par certains endroits. Le système de certification par les pairs, ça le rend extrêmement difficile la création de faux comptes, hein. C'est ça qui assure l'intégrité du réseau, parce qu'il faudrait pouvoir se faire passer pour un humain différent auprès de plein d'humains qui se voient régulièrement et qui se connaissent un petit peu entre eux. C'est pas impossible, mais bon, les gains sont limités, quoi. La blockchain de la June, elle s'appelle d'unitaire, comme je vous disais. Donc il n'y a pas besoin d'être certifié pour installer un nœud d'unitaire euh, et le faire tourner, mais ce sera un nœud miroir. Une fois que vous avez prouvé que vous êtes en capacité et que vous avez fait tourner un nœud miroir pendant plus d'un an, bah, vous pouvez prétendre à devenir forgeron. Et on peut commencer à ce moment-là à forger des nouveaux blocs qui seront intégrés dans la blockchain et distribués à l'ensemble des nœuds. Actuellement, tous les forgerons sont des humains qui sont membres de la toile de confiance. C'est pour ça que c'est une sous-toile de confiance. Et contrairement aux autres blockchains, il n'y a pas de rémunération en June, hein, contrairement à Bitcoin avec les mineurs, etc. C'est un système de dons où les membres du réseau rémunèrent volontairement les personnes qui font tourner les nœuds pour les remercier du travail qu'ils fournissent, de maintenir le système qui leur permet de faire des échanges. Donc il y a une migration vers un d'unitaire V2 avec donc tous les outils, Cesium V2, etc. qui vont suivre.
Euh, Ça va être recodé en Rust, d'après ce que j'ai compris, et si je me remémore les derniers échanges que j'ai vus sur le forum, c'est le template Substrate qui va être utilisé pour faciliter le travail des développeurs à faire la maintenance et les futures évolutions potentielles. Ça va corriger donc les limites de la version 1 où on a des problèmes de synchronisation sur les certifications, etc. D'un point de vue technique, c'est assez basique. Vous installez Docker et vous téléchargez une image Docker. Il y a donc la création du Dockerfile, je vous ai mis la procédure en quelques lignes de commande. On arrive à installer le service, définir les ports, on démarre le service, on peut générer des logs qui permettent de vérifier que le calcul des blocs s'effectue correctement ou calculer des nouveaux blocs si vous êtes forgeron. Je m'attarde pas sur la technique, on n'a plus beaucoup de temps. C'est une vingtaine de devs qui contribuent à ce projet, hein, qui se font une visio tous les lundis. Et il y a une association qui s'appelle Axiom Team qui est là pour gérer et financer, recueillir les financements en monnaie dette pour pouvoir payer les développeurs qui travaillent, même si la plupart sont bénévoles. Des fois, il y a besoin de financer avec un petit peu d'euros pour que ça puisse continuer à vivre. Il y a un collectif qui s'est constitué récemment pour le passage à la V2. Il s'appelle le collectif Mage V2 qui est en charge de la coordination et de la communication avec toute la communauté. L'idéal, c'est un idéal démocratique, mais c'est plutôt une doocratie. C'est-à-dire que c'est celui qui fait qui décide. Parce que dans la démocratie, il faut que tout le monde participe, mais tout le monde ne peut pas participer au développement, donc c'est le compromis actuel, c'est que c'est ceux qui font qui décident de ce qu'ils font. C'est la liberté qu'on retrouve dans la monnaie libre, quoi. Alors, comment commencer? Il faut télécharger l'application mobile ou utiliser la version web pour créer votre portefeuille sur Cesium, par exemple. Et puis, vous vendez un truc en June à un juniste qui va vous rémunérer en June en contrepartie. Et à partir de là, vous pouvez participer aux échanges. Euh, Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller aux événements pour pouvoir rencontrer les membres de la June et petit à petit obtenir vos certifications qui vous permettront de rejoindre la communauté et devenir un co-créateur de la monnaie. On peut échanger des biens et des services. Pour ça, il y a une plateforme qui s'appelle j'échange.fr. C'est l'équivalent du Bon Coin en June. Moi, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. J'ai vendu des pots de confiture pour 200 junes et je me suis servi de ces junes pour acheter des cours de Linux auprès d'un formateur qui est venu chez moi installer un dual boot, me montrer comment installer un nœud unitaire, le faire tourner, regarder les logs, etc. Il y a un avertissement que j'aime bien sur le site de monelib.fr, c'est allez-y mollo. La June, c'est une expérimentation, mettez pas tous vos espoirs dedans, mais explorez ces possibilités. Les devs qui se rencontrent une fois, maintenant même 2 fois par an à l'occasion des RML, des rencontres monnaie libre, ils savent que c'est un chemin qui sera long, mais on n'est pas pressé. Euh, il reste pas mal de boulot, mais c'est sympa de déjà pouvoir proposer une alternative à la monnaie dette. Et ça fonctionne. On a des échanges tous les jours qui se font en June. Donc les règles de la June, elles sont définies par un protocole qui est ouvert et qui évolue grâce à un processus démocratique qui implique tous les membres de la toile de confiance. Cette transparence, elle renforce aussi beaucoup la confiance dans le système et on expérimente un système de gouvernance communautaire. Donc la June, c'est pas seulement une expérience monétaire, c'est un laboratoire pour repenser les systèmes distribués et les modèles de gouvernance. C'est une idée, à mon avis, qui est assez alignée avec le vote à jugement majoritaire, le référendum d'initiative citoyenne ou le salaire à vie à la qualification de Bernard Friot. C'est des belles idées que vous connaissez peut-être. Donc merci de m'avoir accompagné pour ce pas de côté. Euh, Regardez autour de vous et constatez que tout est fait de lumière. Vous êtes fait de lumière. Cette même lumière, je vous disais, qui traverse nos câbles, nos fibres optiques, nos switches, avec nos écrans, etc. En fait, pour moi, vous êtes les paladins de lumière, alignement chaotique loyal pour ceux qui ont la ref, des paladins de lumière qui luttent contre les ténèbres, puisque
dans une lutte épique, hein, puisqu'on sait qu'à la fin, c'est les ténèbres cosmiques qui l'emporteront. Et donc pour moi, vous êtes là, vous transpirez, vous travaillez, vous luttez. Messieurs, dames, quel panache. Merci. Je vous retrouve au bar, sauf s'il y a des questions avant, peut-être. Et puis pendant les questions, je vais vous afficher les références avec les liens utiles et les quelques lectures qui m'ont aidé à réaliser cette présentation.